Ces dernières années, avec la crise sanitaire, j'ai redécouvert la philosophie de Montaigne à travers les interventions du philosophe André Comte-Sponville à son sujet. Montaigne a connu la peste, les crises politiques, les guerres de religion. Ses travaux sont basés sur le doute et nous rappellent qu'il faut apprendre à mourir et que le fait de ne pas craindre la mort nous permet de mieux vivre. C'est la philosophie du pas à pas. On oublie souvent que l'auteur des Essais a aussi écrit sur l'amitié. Toutes ses réflexions à ce sujet sont l'écho de sa relation avec la Boétie, un autre homme de lettres de son époque. C'est leur conception de l'amitié, à la fois politique et personnelle, que je vais vous raconter. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. La Boétie et Montaigne, une amitié philosophique. Nous sommes à Germignan, dans le Médoc, dans la nuit du 17 au 18 août 1553. Étienne de la Boétie agonise depuis 3 jours déjà dans la chambre qu'on lui a préparée chez ses amis, dans la famille de Michel de Montaigne. Ce dernier se trouve auprès du lit du moribond. Il refuse de laisser seul son plus cher ami dans un moment aussi terrible. La Boétie tient aussi à la présence de Montaigne. Il a d'abord congédié sa femme, à qui il estime avoir tout dit. Le bilan d'un mariage arrangé se fait assez rapidement. Maintenant, il s'agite avec une certaine violence dans son lit et il prie son jeune ami avec beaucoup d'affection de lui donner une place. Montaigne pense que la Boétie délire, mais en l'absence d'une réponse satisfaisante, le malade s'agace. Montaigne, tout à sa peine, ne comprend pas ce que la Boétie veut. Il lui promet que Dieu lui en donnera bientôt une meilleure. Après une longue agonie, la Boétie meurt à 3 heures du matin. Comme Montaigne l'écrira le lendemain à son père, la Boétie avait 32 ans, 9 mois et 17 jours. Ces derniers mots hantent Montaigne. Où voulait-il une place ? Dans ses souvenirs ? Dans son cœur ? À la postérité ? Ou un peu de tout cela à la fois. Sans Montaigne, il ne nous resterait pas grand-chose de la Boétie. Le philosophe a raffiné la mémoire de son ami mort trop jeune dans son œuvre. Il avait pour lui une profonde amitié, et cette amitié avait même commencé avant leur rencontre. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous les présente tous les deux. Étienne de la Boétie est né en 1530, en pleine Renaissance, dans une famille de magistrats du Périgord. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais il fréquente à l'évidence un cercle d'humanistes très cultivés. Pendant ses études, il se passionne pour l'Antiquité, dont les textes sont en train de sortir des ateliers de copistes des monastères, où ils étaient conservés par et pour les religieux depuis des siècles. Depuis une centaine d'années, toute une nouvelle élite de lettrés est en train de les redécouvrir. Et c'est grâce à ces textes qu'est né, dès le Quattrocento, les années 1400 en Italie, l'humanisme, une volonté d'élever l'esprit humain à travers la connaissance. La dignité humaine est aussi au centre des valeurs humanistes. On sent clairement cette influence des philosophes antiques quand la Boétie écrit vers l'âge de 19 ans ce qui restera son chef-d'œuvre, le discours de la servitude volontaire, connu aussi sous le titre de Contre-un. Le tyran est une figure honnie du philosophe antique parce qu'il gouverne pour son intérêt personnel plutôt que pour l'intérêt général. Mais le jeune la Boétie ne se limite pas à une analyse du tyran. Il démontre que le peuple participe activement à sa soumission. C'est en acceptant de servir le tyran pour en obtenir des faveurs ou des privilèges que l'on s'aliène à tous les niveaux de la société, du premier cercle des favoris jusqu'au petit peuple. Les petits tyrannos, ceux qu'on appelle aujourd'hui les petits chefs dans notre quotidien, nourrissent le grand tyran, contribuent à le mettre au-dessus des autres et donc à lui donner le sentiment qu'il peut se comporter en ennemi du genre humain sans rencontrer aucune opposition. C'est ça, la servitude volontaire. Elle est la conséquence de notre veulerie collective. Le seul remède, c'est l'opposition. Pas par les armes et la violence que la Boétie n'encourage pas une seconde, mais par le refus, par la désobéissance. Vous comprenez maintenant pourquoi ce texte est intemporel.
Pourquoi Marat s'en est emparé pendant la Révolution française? Pourquoi il a tant plu en mai 68? Et pourquoi il est considéré parfois comme un livre anarchiste, ce qui est évidemment complètement anachronique. Lorsque la Boétie écrit son ouvrage, c'est le roi Henri II, le fils de François Ier et l'époux de Catherine de Médicis, qui est au pouvoir. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un tyran. Mais pour la Boétie, le tyran peut aussi être élu dans une institution, il n'est pas obligatoirement un roi. Esprit vif, intellectuel de haut vol, pétri de valeurs humanistes, animé par le sens de la justice, la Boétie se fait vite remarquer pour ses nombreux talents. Il entre assez jeune au Parlement de Bordeaux. Bon, ça, je vous en parlerai tout à l'heure parce que là, dans notre récit, il y a quelqu'un qui est en train de lire le discours de la servitude volontaire et qui est totalement sous le charme. Cet homme, c'est Michel de Montaigne. Lui, il vient d'une famille de négociants anoblis quelques décennies plus tôt. Son père, qu'il adore, lui offre une excellente éducation. Michel a accès à tout ce que les livres ont alors à offrir, ce qui donne beaucoup de place à la culture gréco-latine. Montaigne se procure un exemplaire de la servitude volontaire dont quelques manuscrits circulent dans la région. Il est ébloui par la qualité littéraire et intellectuelle de cette œuvre. C'est ça qui lui donne envie de rencontrer l'auteur. Et la chose ne va pas être difficile pour ces deux jeunes magistrats du Sud-Ouest. À 22 ans, Montaigne devient magistrat de la Cour des aides de Périgueux. La Cour des aides, c'est une sorte de tribunal où les magistrats rendent la justice au nom du roi sur les affaires d'impôts. Que du contentieux fiscal, c'est le degré zéro du glamour et des transports intellectuels. D'ailleurs, les magistrats du Parlement de Bordeaux méprisent un peu leurs confrères de la Cour des aides. Voilà, maintenant, j'y reviens à ces fameux parlements. Le Parlement de Bordeaux est aussi une sorte de cour de justice. C'est l'une des plus importantes de France parce que c'est la 3e à avoir été créée après celle de Paris et celle de Toulouse. Le Parlement de Bordeaux compte plus d'une 50aine de conseillers, ce qui est conséquent. Il rend la justice au nom du roi sur son territoire. Il s'occupe, entre autres, d'affaires qui relèveraient aujourd'hui de nos tribunaux correctionnels et pénals. Ils peuvent ordonner des tortures, des peines de mort, des démembrements même, et assister à l'exécution de ladite peine. La Boétie est considérée comme l'un des talents du Parlement de Bordeaux. Il se murmure que tôt ou tard, il ira même au Parlement de Paris. En 1557, la Cour des aides est fermée et Montaigne arrive au Parlement de Bordeaux. C'est manifestement dans un événement auquel sont conviés les magistrats que la Boétie et Montaigne se rencontrent pour la première fois. Le premier a 27 ans, il est déjà marié. Le second en a 24 et ne sait pas trop comment canaliser son énergie. La Boétie le trouve trop dissipé, mais il l'apprécie immédiatement et lui fait bon accueil au Parlement de Bordeaux. On a vraiment ici deux intelligences qui se sont rencontrées. Pendant 6 ans, la Boétie et Montaigne vont tisser les liens d'une solide amitié. Alors voilà, on y vient. Quelle est la nature de cette amitié? Je vais peut-être vous décevoir, mais il faut être honnête. Personne, ni vous, ni moi, ni aucun historien ne peut entrer dans les secrets de leur cœur. Est-ce que c'est une relation amoureuse homosexuelle? Rien ne permet de la tester officiellement et nous n'aurons jamais accès à leur intimité pour avoir la réponse. Et puis il ne faut pas oublier que Montaigne et la Boétie sont des hommes de leur temps, élevés dans l'idée que les amours homophiles sont pécamineuses, infamantes et qu'ils n'ont aucun intérêt à céder à la tentation, si tentation il y a eu, tant pour leur âme que pour leur carrière. Ce qu'il y a de certain en revanche, c'est qu'ils sont unis par une estime intellectuelle réciproque très forte et un sentiment d'égalité. Ils sont des alter-égaux. Si l'on en croit ces textes, Montaigne aurait aimé avoir une amitié intellectuelle aussi forte avec une femme, mais les femmes de son temps ne sont pas assez éduquées pour ça. Il reconnaît lui-même que ce sont les hommes qui leur refusent l'accès à la connaissance. Mais selon lui, elles acceptent cette situation, alors elles ont leur part de responsabilité. Faute d'âme sœur féminine, Montaigne s'est trouvé une âme sœur masculine. C'est une forme d'amour très spécifique, celle qu'ils qualifient justement tous les deux d'amitié. Alors, c'est dans ces moments-là qu'il faut bien se rappeler que les mots peuvent changer de sens au fil du temps. Quand Montaigne décrit son amitié avec la Boétie, il se qualifie de sodales en latin. Oui, on écrit en latin quand on était un intellectuel du XVIe siècle.
Et sodalis, ça veut dire compagnon, camarade. C'est un mot qu'on retrouve dans les graffitis de Pompéi et que, dans ce contexte très quotidien, je serais tentée de traduire par pote, celui avec qui on partage plein de choses, y compris une vraie camaraderie fondée sur la loyauté. Aujourd'hui, certains jeunes diraient « c'est mon bro » ou « c'est mon frérot ». C'est une très grande amitié, sincère, profonde, affectueuse et virile. Elle se rapproche de tout un courant de pensée grecque dans lequel on considère qu'un homme ne peut pas partager de sentiments profonds avec une femme parce qu'elle est trop bête pour ça. La Boétie a développé sa vision de l'amitié dans la servitude volontaire. C'est une vision théorique. Pour lui, le tyran ne peut pas avoir d'amis car il ne peut pas être aimé. Il n'est pas capable d'aimer lui-même. Pour lui, seuls les gens de bien peuvent aimer, ce qui est une vision de l'amour très en accord avec le catholicisme. Le démon est méchant parce qu'il est une intelligence sans amour. Pour la Boétie, l'amitié est donc une chose sacrée, et c'est bien le mot qu'il emploie. Il dit même « une chose sainte » qui implique l'intégrité, la foi et la constance. Cette conception de l'amitié est donc issue des valeurs chrétiennes. Dans une société sans tyran, c'est l'amitié qui servirait de ciment social. Elle pousserait chacun à se respecter et à se voir en égaux. Rappelez-vous, il n'a que 19 ans quand il écrit tout ça. C'est un petit génie, notre la Boétie. Mais la brillante carrière à laquelle il est promis ne s'accomplira jamais. À 32 ans, il est envoyé en voyage d'affaires, mais il doit l'écourter parce qu'il tombe malade. Alors, on ne sait pas s'il est atteint d'une tuberculose qui attaque son système digestif, s'il a attrapé une dysenterie ou autre chose, mais il souffre d'un violent flux de ventre. Il veut rentrer chez lui à Sarlat, mais il est trop faible pour ça, alors il s'arrête en chemin chez la famille de Montaigne, à Germignon. Montaigne se précipite au chevet de son ami. Avant de mourir, la Boétie le supplie de lui donner une place. Quelques mots que Montaigne ne comprend pas très bien sur le coup. Les exégètes les plus romantiques entendront une place dans son cœur, les plus pragmatiques, une place parmi les hommes de lettres immortels, objectif qu'il atteindra en continuant à parler de son œuvre. Montaigne n'a que 29 ans quand il perd son très cher ami. C'est un deuil terrible qui laissera toujours une trace au fond de lui. Il a perdu son autre. Bien plus tard, dans les années 1570, Montaigne commence à travailler sur son œuvre majeure, les Essais, où il rend des hommages à la Boétie tout en disant qu'il écrit des choses moins cruciales que son défunt ami. À l'époque, il ne faut pas écouter les couplets des auteurs sur leur modestie. Il faut absolument dire qu'on écrit des petites choses sans grande importance, mais selon les spécialistes des essais, Montaigne sait qu'il est en train d'écrire une œuvre qui marquera l'histoire. Dans ce très grand essai en plusieurs tomes, il consacre un chapitre à l'amitié. Ses réflexions ne sont pas aussi théoriques que celles de la Boétie. Elles partent de lui, de sa propre expérience, de son ressenti. Il fustige ce que les gens appellent d'ordinaire l'amitié, qui ne sont que des accointances et des familiarités. La véritable amitié, voici ce qu'il en dit. En l'amitié de quoi je parle, les âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles s'effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Il parle évidemment du lien qui l'unissait à la Boétie et de leurs deux intellects qui se mélangeaient et se répondaient. Plus tard, dans la marge du manuscrit, il ajoutera « Si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, parce que c'était lui ». Et plus tard encore, avec une encre différente, il complète la phrase « Parce que c'était moi ». Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et j'aime vous raconter des histoires parce que c'est vous. Et peut-être que vous aimez aussi les écouter parce que c'est moi. Et avec moi, il y a une petite équipe d'amis, à la production Camille Bichler, à la réalisation Pierre Casalo, à la direction artistique Julien Tarot, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et nous avions un invité aujourd'hui. Le rédacteur en chef d'Europe 1, Marc Messier, a prêté sa voix à Montaigne.
Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours de la semaine sur l'appli d'Europe 1 et en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, on se retrouve sur les ondes d'Europe 1 le samedi et le dimanche à 15h. À très vite.